Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui pour vous parler de e-merchandising. Donc on va se parler de e-merchandising sur les sites de Drive, donc les sites des distributeurs pour les marques de grande consommation. Et moi-même, j'interviens sur le marché de l'ultra frais, donc les yaourts et les desserts frais. Donc on peut penser que le e-merchandising n'est pas un levier prioritaire pour plusieurs raisons. On peut imaginer que ce n'est pas forcément celui qui va générer le plus de volume, pas comme l'offre ou la promo par exemple. On peut imaginer que reproduire les bonnes pratiques de magasins suffisent à faire du merchandising. On peut aussi penser que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de data qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est un peu technique. Et puis finalement, c'est peut-être une affaire de distributeur puisque le site leur appartient et on n'a pas les mains dans le rayon comme en magasin physique. Tous mes propos aujourd'hui, c'est évidemment de vous dire que tout ça est faux et que le e-commerce, le e-merchandising, pardon, est vraiment un levier plein de promesses et très enthousiasmant quand on le prend à bras le corps. Donc nous, on a commencé à travailler le e-merchandising il y a maintenant 3 ans. Alors que tout allait bien sur le e-commerce, on voyait des chiffres en forte croissance, on voyait que c'était le gros de notre performance. Et pourtant, ça cachait un problème. Un défaut de pénétration. En fait, quand on regardait l'indice de pénétration de l'ultra frais sur le Drive, on voyait qu'il était bien loin de celui des produits versus produits grande consommation en magasin physique, et ça cachait un potentiel de 80 millions d'euros. Et quand on a essayé de comprendre pourquoi, il y avait beaucoup de raisons, mais celle qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est le e-merchandising. Et en gros, la raison pour laquelle les e-shoppers n'achètent pas d'ultra frais en Drive, ou pas autant qu'ils le pourraient, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment le rayon est exécuté sur les sites de Drive. Et donc il y avait vraiment un gros travail à faire là-dessus. Et c'est comme ça qu'a démarré l'aventure de notre démarche e-merchandising. On s'est dit finalement comment on peut exploiter le plein potentiel du circuit, et on a créé notre démarche e-plaisir plus. Alors, l'idée, c'est de vous en partager les principaux insights aujourd'hui. Donc, on a dû répondre à un double challenge. Le premier, c'était d'améliorer cette expérience shopper qui faisait défaut pour développer la pénétration et bien sûr développer le business et valoriser le business qui, à l'époque, il y a 2-3 ans, était vraiment en souffrance. Donc on s'est entouré d'experts. Donc on a travaillé en synergie. Donc on a apporté notre expertise catégorielle. On a travaillé avec les experts de la data qui nous ont permis de décortiquer le comportement des e-shoppers, d'identifier aussi, décortiquer les résultats du moteur de recherche. Et bien sûr, on a travaillé avec les enseignes, puisque c'est eux qui ont la main sur le rayon in fine. Donc voici quelques insights qui seront peut-être utiles parce que transposables sur vos catégories. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que évidemment, même les plus grands fans du Drive n'étaient pas exclusifs au Drive et qu'il y avait un gros référentiel magasin dans les esprits et qu'on ne pouvait pas donc tout révolutionner. Il y avait une notion de sans couture qui était importante à prendre en compte. Une fois que le shopper est sur le site de Drive, il a 2 clés d'entrée principales, l'arborescence et le moteur de recherche. Et donc tout l'enjeu, c'est de bien travailler à fond ces 2 clés d'entrée dans le site. C'est-à-dire que le reste est plutôt annexe. Une fois que le shopper est rentré dans le site, ce qu'il faut bien comprendre, c'est son arbre de décision. Et il faut coller à cet arbre de décision et au langage du shopper. Donc nous concernant, il cherchait un type de produit. Ce qui a déjà été un insight fort, c'est qu'il ne comprend pas la différence entre un yaourt et un dessert. Pour lui, c'est la même chose, c'est une chose sucrée de fin de repas. Or, c'était la première clé d'entrée des sites de Drive, donc on demandait déjà un effort au consommateur qui était trop compliqué pour lui et qui pouvait être une raison d'arrêt d'achat d'ultra frais sur le site de Drive. Et la logique, on l'a décortiquée et on l'a confrontée avec les cartes de fidélité qui nous ont permis de vraiment construire cet arbre de décision très clair, avec par exemple une première clé d'entrée qui est je veux un yaourt conventionnel ou un yaourt bio. Donc elles sont importantes à prendre en considération parce que ça veut dire que l'arborescence doit découler de tout ça. Et puis, il s'attend à quelque chose de simple, il faut parler son langage. Et ça, on s'en rend facilement compte en étudiant les moteurs de recherche. Le consommateur, il ne cherche jamais yaourt gourmand, ça c'est du jargon de distributeur ou d'industriel. Ce qu'il cherche, c'est yaourt à la fraise ou mousse au chocolat. Ce qui veut dire que dans la description de l'arborescence, on doit être simple et pragmatique.
Une fois qu'il est rentré dans le segment, il faut aussi prendre en considération sa perception de comment doit être organisée l'offre. Il faut se rappeler qu'en moyenne, un e-shopper met 30 minutes à faire toutes ses courses et dans le rayon ultra frais, il est face à 400 références. Et du coup, 70% d'entre eux ne comprenant pas comment est organisé le rayon, ça pose un vrai souci. Donc on leur a posé la question, comment voulez-vous que l'offre soit organisée sur un site de Drive idéalement ? Et c'est là qu'on voit bien le parallèle avec le magasin parce qu'ils nous disent qu'ils veulent la promo d'abord, donc ça fait bien le lien avec la tête de gondole qu'ils connaissent parfaitement. Et puis ensuite, ils veulent le fond de rayon, donc le reste de l'offre, classé par type de produit. Donc on a bien une logique de proximité parce qu'ils nous disent aussi on veut que l'offre soit classée de façon logique, c'est-à-dire tous les petits Suisses ensemble et tous les yaourts ensuite. Et ce qui remet en cause en fait le principe de l'algorithme, parce que si on le transpose à une expérience magasin, c'est un peu comme si le lundi, le shopper faisait ses courses et qu'il avait une organisation A, et que le mercredi, il revenait, il en avait une autre. Et ça, il ne le comprend pas. Après, il y a aussi quelques outils pour faciliter l'expérience. Donc, la lisibilité de l'offre peut être travaillée par les filtres, donc des filtres pertinents, mais surtout des filtres qui sont spécifiques par segment. Il serait un peu utopique de penser qu'on peut utiliser des filtres pour toutes les catégories de produits ou pour tous les segments. Par exemple, pour l'ultra frais, les attentes de filtres sur les hortofruits, ça va être plutôt en entrée de texture, alors que pour les enfants, ça va plutôt être nomade ou pris à la maison. Et puis nous, on prône aussi la suppression des implantations multiples, parce que c'est vrai que c'est tentant avec le e-merchandising de mettre des doubles, voire des triples implantations. Mais quand on comprend l'arbre de décision du e-shopper, on comprend bien qu'il n'est pas nécessaire de mettre à 4 endroits différents un yaourt, mais qu'il y a bien une clé d'entrée principale qui est suffisante. Le biais, si on veut l'implanter partout, c'est qu'on sature l'expérience. Il y a déjà beaucoup d'offres. On a l'impression que tout est mélangé, qu'on trouve les mêmes produits partout, et c'est déceptif. Et voire, ça encourage les shoppers à arrêter leur achat d'ultra frais. Ensuite, un autre levier, c'est le search, qui est un vaste sujet, mais que je résume ici en disant qu'il y a 2 leviers principaux pour le search. Le premier, c'est de prioriser ce qu'on va travailler. Finalement, il n'y a que 100 mots-clés et leurs déclinaisons synonymes et d'orthographe qui représentent le gros du volume, donc il s'agit de les identifier. Et ensuite de les améliorer au travers 4 axes. Donc bien prendre en compte toutes les orthographes de ce mot. Donc par exemple, yaourt, beaucoup de gens l'écrivent différemment, donc il faut que les résultats soient les mêmes, quelle que soit l'orthographe. La synonymie également, il faut travailler la complétude, qu'on ait bien l'exhaustivité de l'offre qui ressorte, et en revanche que ce ne soit pas non plus trop complet. Par exemple, si on tape mousse au chocolat et qu'on tombe sur de la mousse à raser, ce qui existe, ça pose un vrai souci. Et enfin, les visuels. Donc, on a été les premiers, il y a 3 ans, à basculer toute notre offre en Hero Image parce que c'est une vraie attente consommateur, une préférence à quasiment 90% de ce type de visuel, ce qui est clé d'autant plus dans un contexte où les achats se font de plus en plus sur mobile. Et puis dernier point, bien sûr, on est là pour faire plaisir aux e-shoppers, mais aussi pour valoriser la catégorie. Donc, au même titre que dans le commerce physique, on prône de mettre l'impulsion et la valorisation en tête de rayon et le trafic et les produits prémédités à la fin, une fois qu'on aura scrollé sur le reste de l'offre. Donc en résumé, notre démarche e-shopper, elle est vraiment e-shopper centrique et elle prend en considération tous les tenants et aboutissants pour en faire une démarche performante. Donc on prend en compte l'arbre de décision, le langage du e-shopper, on essaie de répondre à tous ces irritants et on travaille de façon globale, donc pas seulement l'arborescence, mais aussi le search et les visuels. Et puis notre parti pris, c'est de ne pas révolutionner les codes du commerce physique, et donc on garde le cadre de référence du e-shopper. Et on applique les règles merchandising de base. Brièvement, les résultats. 2 types de résultats. D'abord, un impact business pas négligeable avec un indice 168 sur le chiffre d'affaires dans l'enseigne avec laquelle on a pu tester la démarche de façon chiffrée. Et globalement, des clients qui sont très satisfaits par l'accompagnement. Enfin, pour nous, ça a été vraiment apporteur de création de valeur. On a développé un nouveau champ d'expertise. Ça a permis de travailler en groupe au sein de l'entreprise sur cette nouveauté. Et puis, cette approche est positionnante pour nous et nous a d'ailleurs permis de gagner des prix qui sont l'aboutissement de ce travail qui a duré quasiment 1 an et demi.
En conclusion, je dirais que voilà, il faut se lancer. C'est vraiment pas le levier parent pauvre du e-commerce. Au contraire, c'est hyper enthousiasmant et il y a une prime au premier qui s'y met parce qu'on change pas un e-merchandising tous les jours. Donc voilà, les distributeurs sont vraiment à l'écoute. En conclusion, 5 leviers majeurs pour adopter une démarche e-merchandising efficace. Le premier est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais quand même, voilà, bien se rappeler qu'on raisonne e-shopper avant tout et en détail, donc vraiment s'attacher à tout comprendre du e-shopper, absolument. S'entourer des bons experts, voilà, c'est la synergie d'expertise qui fait la force de la démarche. Bien communiquer avec les clients distributeurs à toutes les étapes, parce que c'est la confrontation de la théorie et de la technique qui font que ça fonctionne, parce qu'on peut arriver avec une belle démarche théorique, mais il faut que la technique suive derrière et que ce soit opérationnel. Enfin, il faut y aller step by step au rythme du conso. Il n'est pas prêt à ce que tout soit révolutionné du jour au lendemain. Et bien sûr, se réinventer régulièrement et rafraîchir sa démarche de façon fréquente, parce que nous, concernant par exemple de nouveaux segments, sont apparus depuis notre démarche. Et avec le Covid, de nouvelles typologies de consommateurs sont arrivées, ce qui vont nous demander de nous adapter.